Ndiaye, bonjour. Bonjour. La coalition de groupes armés qui menacent Bangui en cas de maintien de l'élection a rompu sa trêve. Les affrontements ont repris ce vendredi. Est-ce que pour vous, les conditions sécuritaires sont toujours réunies pour tenir le vote ce dimanche? Tout à fait. Nous ne savions même pas qu'il y avait une trêve. Parce que nous sommes l'objet d'attaques tous les jours pratiquement. Et nous pensons que les conditions sont réunies pour aller vers les élections. Vous ne craignez pas une série d'attaques coordonnées sur les bureaux de vote dimanche, le jour de l'élection? Tout est possible. Tout est possible. Nous ne l'excluons pas. Parce que ces gens n'ont pas encore fini d'agir. Parce qu'ils n'ont pas encore réussi. Mais nous sommes là. Avec les renforts que nous avons reçus, nous pensons que nous pourrons faire face. Ils ont tout fait pour que les élections n'aient pas lieu. Ça n'a pas marché. Nous avions prévu justement ce genre de situation. Parce que Bozizé lui-même savait que sa candidature ne serait pas validée par la Cour constitutionnelle. Donc il s'était préparé à cela. La preuve, c'est qu'il n'a pas attendu la décision de la Cour, le 3. 3 jours avant, il est parti à l'intérieur du pays pour préparer sa riposte. Donc, il faut s'attendre à d'autres types d'attaques. Dans ce contexte, est-ce que le vote peut se tenir de façon sécure? Justement, c'est l'objectif de ceux qui ne veulent pas que le vote se tienne. C'est ça qu'ils ne peuvent pas venir prendre Bangui. Ils le savent parfaitement bien. Mais donc, leur objectif, c'est de créer un climat de peur et d'insécurité pour que les populations n'osent pas sortir voter. Donc, Bambari, c'est la même chose. Dekwa, c'est la même chose. Dans d'autres zones aussi, ce sera la même chose. Donc, il ne faut pas céder à cette stratégie et donner raison à ceux qui ne veulent pas que les élections se tiennent. Donc, la communauté internationale, dans son ensemble, est pour que les élections se tiennent le 27 décembre et éviter toute forme de transition politique qui va engager la Centrafrique dans une nouvelle ère de turbulence et d'instabilité aux conséquences incalculables. Certains observateurs disent qu'il y a une marge de manœuvre de 10-15 jours pour un report technique qui n'aurait pas d'incidence sur le respect du calendrier constitutionnel. Mais qu'est-ce que nous dit qu'un report technique d'un mois va créer les meilleures conditions d'organisation des élections? Les conditions meilleures que celles d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Rien ne le dit. Ceux qui ne veulent pas des élections, si vous reportez les élections pour un mois, ils attendront une semaine avant pour créer les mêmes conditions. Et ensuite, on dira encore un mois, encore un mois, encore un mois, jusqu'au 30 mars, la date de fin du mandat du président Ouattara, le 30 mars. Et il dit, voilà, le président maintenant est illégitime. Il doit quitter. Et c'est la transition. OCHA a recensé 55 000 personnes déplacées qui ont fui leur domicile ces derniers jours. Comment comptez-vous faire pour éviter que cette psychose n'entraîne un taux de participation très faible? Certaines personnes ont commencé à regagner leur foyer. Nous faisons tout pour ramener le maximum à leur foyer. Vous dites le maximum de Centrafricains, ça veut dire que vous vous êtes fixé un seuil de participation que vous estimez acceptable? Pas du tout, on n'a pas de seuil, de participation acceptable, mais il faut travailler pour que le maximum aille retirer sa carte et le maximum aille voter, mais on n'a pas de seuil. Mais en l'état actuel des choses, vous ne pouvez pas garantir que l'ensemble des Centrafricains pourront voter dimanche. Est-ce qu'on ne va pas vers une élection partielle qui ne dit pas son nom? Dans certains pays, parfois, il y a des zones d'insécurité où parfois les citoyens n'arrivent pas à voter. Ça s'est passé dans certains pays du continent. Mais parce que les gens ont compris que les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies pour que dans telle région ou telle ville ou village, que les gens ne puissent pas voter. Et ça peut se comprendre. C'est un pays qui est en conflit. Il ne faut pas oublier. On comprend que vous ne souhaitez pas céder à la tentative des groupes armés de faire échouer le processus, mais est-ce que des élections pas crédibles ne risquent pas d'entraîner de nouvelles violences? Pour voir comment les choses vont se passer. Manko Ndiaye, merci beaucoup. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers auditeurs, auditrices, Kerembessois, Kerembessoises, bonjour, bonsoir en fonction de votre position géographique. Bienvenue à la fois sur Kerembessé et sur Kerembessitude. Afin de ratisser large, afin d'informer au-delà de la communauté centrafricaine, afin d'informer tous les citoyens du monde, spécialement ceux avec qui nous avons la langue française en partage, j'ai décidé aujourd'hui de faire cette analyse en français. Le faire en français, c'est parce que j'ai l'intention de porter haut les problèmes de la République centrafricaine. J'ai l'intention de mettre le lampion de la transparence médiatique
sur ce qui se passe réellement dans notre pays, la République centrafricaine. Vous conviendrez avec moi qu'ensemble, il est important que nous partageons au maximum cette émission pour que les gens puissent nous suivre. Pendant très longtemps, les gens ne parlent pas de la République centrafricaine. C'est comme si le problème centrafricain est aux abonnés absents. Et aujourd'hui, j'estime qu'ensemble avec vous, il est grand temps que nous mettions le lampion de la transparence médiatique, que nous fassions en sorte que les gens puissent connaître ce qui se passe, savoir réellement ce qui se passe dans notre pays. Ce qui est sûr et certain, bon nombre de gens vont découvrir mon visage. Certains se demanderont, mais qui est ce monsieur qui parle? Qu'est-ce qu'il dit? Cela veut dire, en retour, que moi-même, je vais devoir me présenter, faire également un bref aperçu sur la situation, la position géographique de la République centrafricaine, parce qu'il faut présenter ce pays, mais également sa situation politique. Rodrigue Joseph Prudence Maïté, je le suis. Ancien membre de la coordination nationale des élections en République centrafricaine, diplomate de formation, ancien président de la sous-commission Bureau de vote Centre de dépouillement et formation pour les élections de 2011. Je suis chroniqueur polémiste à la fois sur Kerembessé, qui est Facebook, et Kerembessitude. La République centrafricaine, un pays qui dispose d'une population qui avoisine 4,5 millions d'habitants pour une superficie de 623 000 km², se trouve au cœur de l'Afrique. Parce que nombreux sont ceux qui ne savent pas où se situe réellement la République centrafricaine. Alors, je tiens à dire, même à le réitérer, que la République centrafricaine se trouve au cœur, au centre même de l'Afrique. Elle est entourée par le Tchad, le Soudan du Nord, le Soudan du Sud, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la République du Congo-Brazzaville. Ce pays subit depuis plusieurs décennies, ça doit faire, si je ne suis pas piqué par le virus de la mémoire courte, près de 4 décennies, des soubresauts politiques qui ne cessent d'entraîner une instabilité institutionnelle et conjoncturelle défavorable à son développement. La République centrafricaine dispose de 2 langues, à savoir le français et le sango. Avec tout ce qui se passe dans notre pays, nous avons connu plusieurs forces, tant des forces africaines, des forces sous-régionales, parfois des forces internationales, pour aider la République à sortir de l'ornière. Aujourd'hui, le sujet qui fait l'objet de notre analyse est la MINUSCA, Mon cœur Ndiaye et ses frasques. Tel est le sujet qui fait l'objet de notre analyse. Nous ne pouvions analyser ce sujet sans pour autant que nous regardons ensemble dans le rétroviseur du passé centrafricain. C'est parce que lorsqu'on regarde dans le rétroviseur du passé centrafricain qu'on doit comprendre, qu'on comprendra pourquoi du jour au lendemain, il y a eu la MINUSCA en République centrafricaine. Après les 3 mutineries successives de 1996, la Centrafrique a connu la toute première mission interafricaine de surveillance des accords de Bangui, en abrégé MISAB.
Ça, c'est depuis 1996. Depuis lors, jusqu'à nos jours, la République centrafricaine est restée sous la coupe réglée de la communauté internationale. Les choses n'ont jamais changé. Donc après la MISAB, il y a eu la MINURCA. Donc MISAB, c'est une mission interafricaine de surveillance des accords de Bangui. Donc ça englobe en son sein plusieurs forces africaines. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, il y avait des forces maliennes, des forces burkinabées, des forces ivoiriennes qui étaient également dans la MISAB. Et après, la MISAB a été rebaptisée MINURCA. C'est toujours une force interafricaine. On a continué avec la MINURCA. À un moment donné, il fallait que la sous-région puisse s'approprier la crise centrafricaine. C'est comme ça qu'on a quitté des forces interafricaines pour avoir des forces sous-régionales, c'est-à-dire des forces issues de la CEMAC. Donc on a eu la FOMAC. Après la FOMAC, nous avons eu la FOMUC. Et comme les choses allaient de mal en pis, très rapidement, les chefs d'État de la sous-région ont décidé d'étendre un peu les forces au niveau de la CEAC. C'est là où nous avons eu la MICOPAX. Vous vous souviendrez, comme si c'était hier, lorsque il y a eu les déclenchements des hostilités, le déclenchement des hostilités par la coalition Seleka le 10 décembre 2012. 3 semaines plus tard, cette coalition a été stoppée au portillon de la ville de Damara. C'est vrai que quelques jours plus tard, cette coalition est rentrée à Bangui, où on a connu la chute de l'ancien régime. Je veux parler par là de celui de l'ancien président François Bozizé Yangou-Vunda, le 24 avril 2013. Quelque temps plus tard, on a tous assisté à l'état déliquescent de la République centrafricaine. Les choses allaient de mal en pis. La Centrafrique traversait une impasse excessive. C'était presque le chaos total. C'était l'anarchie totale. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La communauté internationale s'est réunie le 5 décembre 2013, où très rapidement, il y a eu la résolution 21-27, où la communauté internationale a décidé d'imposer un embargo sur les armes à l'endroit de la République centrafricaine. Mais le Conseil de sécurité n'était pas resté à ce niveau d'imposition de l'embargo. Il a décidé en plus de rebaptiser la MICOPAX en une mission internationale qu'on appelle MISCA. Donc c'est la mission internationale de soutien à la République centrafricaine. Sachant très bien que les mêmes forces de la MICOPAX, c'est cette force qui portera le chapeau de la MISCA. Et comme la même force, la dite force, a des moyens très limités, il fallait en plus de la MISCA envoyer des troupes françaises de Sangaris en République centrafricaine, non seulement pour appuyer la MISCA, mais tout faire pour rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, mais imposer aussi la sécurité. Imposer aussi la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Donc, les troupes françaises de Sangaris avaient 2 missions phares: rétablir l'autorité de l'État et imposer la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Sachant bien que ces troupes la mission de ces troupes était limitée dans le temps et dans l'espace. Fort de 2300 à 2400 hommes,
les troupes françaises de Sangaris ont réussi très rapidement à rétablir l'autorité. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, c'était l'anarchie totale. Le peuple était terrorisé. Les gens vivaient presque dans la ghettoisation. Les Centrafricains traversaient à cette époque une impasse excessive. L'insécurité était galopante. Mais les troupes françaises de Sangaris, appuyées par la MISCA, ont réussi très rapidement à stabiliser, à stagner, à rétablir l'autorité de l'État et à imposer la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Sachant que la MISCA était limitée, j'allais dire les Sangaris, les troupes françaises de Sangaris étaient limitées dans le temps et dans l'espace, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni le 10 avril 2014. Nombreux sont ceux qui me disent qu'on a un petit souci sur Kerembesitude qui est YouTube. Je m'en excuse. Ce qui est sûr et certain, ça se passe très bien sur Kerembesse qui est Facebook. Après, je prendrai l'image de Kerembesse pour balancer sur YouTube. Je vous présente vraiment mes excuses. Donc, nous allons continuer. Alors, le 10 avril 2014, très rapidement, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni et à travers sa résolution 2149, il a décidé de rebaptiser la MISCA en une mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation de la République centrafricaine. Donc, en abrégé, mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation de la République centrafricaine, en abrégé, MINUSCA. C'est comme ça que la MINUSCA a vu le jour. Donc, la MINUSCA est née sur les fonds baptismaux de la MISCA. Mais parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est rendu compte qu'il fallait une mission multidimensionnelle. Et comme la mission des troupes françaises de Sangaris était terminée, donc il fallait une force hybride composée à la fois des casques bleus et des troupes africaines. Donc il y avait des casques bleus comme les forces spéciales portugaises, mais également des troupes africaines, notamment les Rwandais, les Camerounais, les Congolais. C'est une force hybride composée des Africains, mais des casques bleus. Et tout ça, c'était chapeauté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et quelle était la formule qu'il fallait trouver pour rendre davantage cette force opérationnelle, pour qu'il n'y ait pas d'hiérarchie, qu'il n'y ait pas de problème dans les prises de décision, puisqu'à l'époque, il y avait la BUNUCA. Donc le secrétaire général du Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de diluer le BUNUCA, qui est le bureau des Nations Unies en République centrafricaine, dans la MINUSCA, et de fondre également la MISCA dans la MINUSCA. Donc, la MINUSCA dispose pour la première fois une superpuissance. Et en plus de cette superpuissance, on lui a offert sur un plateau doré le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et que dit le chapitre 7? C'est-à-dire que c'est dans le chapitre 7 même de la force de la Charte des Nations Unies, la MISCA dispose une force coercitive. Donc, elle peut recourir à la force à tout moment, et cela autant que faire se peut, là où elle est, sans pour autant chercher à demander la permission à qui que ce soit. C'est ce que dit le chapitre 7. Vous verrez que dans la dénomination même de la MINUSCA, c'est quoi? C'est une force, c'est une mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine. Alors, avec vous, on va faire un peu de... Nous allons faire un peu de sémantique.
La stabilisation, c'est quoi? En temps normal, c'est le fait d'empêcher. C'est le fait de bloquer quelque chose, d'empêcher quelque chose pour que cette chose ne puisse pas éclore. C'est le fait d'immobiliser, de contenir, sinon de faire disparaître. Puisqu'à l'époque, les troupes françaises de Sangaris ont réussi à redéployer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire et à imposer la sécurité. À l'époque, mais les groupes armés étaient affaiblis. Les groupes armés n'existaient presque plus. Il y avait 3 groupuscules de groupes armés. Vers le nord, c'est vrai, il y avait Noureddin, mais Noureddin était affaibli. Al-Khatim était affaibli. Al-Daras était également affaibli. Ces 3 groupes armés sommeillaient presque. C'est pour cela qu'on a envoyé une mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies en République centrafricaine pour stabiliser, c'est-à-dire pour les contenir, sinon les faire disparaître. Et c'était le 10 avril 2014, entre la résolution du Conseil de sécurité et l'applicabilité sur le terrain, le problème ne se posait pas, puisque les mêmes troupes de Sangaris, de Miska, c'était immédiatement, ils ont juste changé de casquette pour devenir MINUSCA. Les troupes françaises de Sangaris étaient restées histoire d'appuyer en attendant. Et il y a eu d'autres casques bleus qui sont arrivés. Mais figurez-vous que de 2014, où il n'y avait presque pas de groupes armés, très rapidement, il y a eu la naissance de 3R. 3R de Sidi qui a vu le jour en 2015, en plein jour, après une année d'existence même de la MINUSCA en République centrafricaine. Comment est-ce que la MINUSCA a pu faire pour qu'il puisse y avoir une prolifération, mais fulgurante, des groupes armés comme ça? On est passé très rapidement de 3 groupes armés, mais à plus de 14 groupes armés. À plus de 14 groupes armés, au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire que la MINUSCA a laissé faire. En plus de son mandat, en plus de toutes les forces, les troupes françaises de Sangaris à l'époque, c'était de 2300, 2400 hommes. Mais la MINUSCA, c'est plus de 10 000 hommes. Aujourd'hui, on parle de 12 000 hommes. Malgré les 12 000 hommes de la MINUSCA, ils n'ont pas pu contenir la crise en République centrafricaine. Malgré le mandat onusien, le robuste mandat de la MINUSCA, avec son chapitre 7, ils n'ont pas pu contenir la crise. Au contraire, il y a eu la prolifération des groupes armés. Mais il est grand temps qu'avec vous, nous parlons un peu de la mission, ou du moins des missions assignées à la MINUSCA. Nous allons citer quelques missions. La MINUSCA avait pour but la protection des civils. Je dis bien protection des civils. C'est une protection physique. De 2014 à 2020, c'en est-il réellement le cas sur le théâtre des opérations? Il y a eu combien de morts? Si on ne doit pas faire l'économie des morts depuis que la MINUSCA est dans notre pays, de 2014 jusqu'à nos jours, plus de 10 000 morts, mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Et pourtant, la MINUSCA a pour but de protéger les populations civiles. Nous avons assisté à des tueries de masse, à des pertes en vies humaines, même parfois en pleine putréfaction. Et avec la MINUSCA, nous passons tout notre temps à compter les morts. La MINUSCA est devenue le médecin après la mort. La MINUSCA nous a toujours fatigués avec des communiqués laconiques pour regretter qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Or, elle a un mandat clair, précis,
clair comme l'eau du rocher. Il y a eu plusieurs morts, que ce soit à Pombolo, récemment, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran, Andélé. S'il faut remonter le temps, à Bria, un peu partout. Même s'il faut parler des élections, il y a eu plusieurs morts récemment. Que fait la MINUSCA? Et pourtant, elle a appelé à protéger la population civile. Mais elle a aussi une autre mission qui est celle de l'appui au processus politique, à savoir le rétablissement de l'autorité de l'État et de son extension sur toute l'étendue du territoire national. Le rétablissement de l'autorité de l'État et de son extension sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, l'autorité de l'État est établie dans la préfecture de Basse-Koto, dans les préfectures du Mbomou, de Ombomu, avec l'UPC de Alidarasa qui règne en maître, qui gère des sites miniers, notamment le site aurifère de Ndasima, le site aurifère et diamantifère de Nzako, le site aurifère et diamantifère de Ndimbi, de Pombolo, qui impose des taxes et des douanes, qui est presque autonome, qui chaque mois envoie 15 à 20 000 kilogrammes d'or à Bangui pour vendre via un circuit connu de tout le monde. Que fait la MINUSCA? Y a-t-il l'autorité de l'État? Est-ce que la MINUSCA a réussi à aider l'État centrafricain à se déployer et à imposer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire? Est-ce que c'est ce qui se passe dans la réalité? Sachant très bien que depuis le 5 décembre 2013, la Centrafrique n'a pas d'armée. Même si virtuellement, moi je dis bien virtuellement, et puis c'est une réalité. Nos troupes sont en pleine réforme du secteur de sécurité. L'armée nationale est en pleine réforme du secteur de sécurité. Mais cette armée ne se déploie jamais sans la présence, ne s'est jamais déployée sans la présence de la MINUSCA. Cette armée est toujours, après la MINUSCA, sur le théâtre de l'opération. Tant que la MINUSCA ne lui donne pas l'ordre de pouvoir réagir ou de faire quoi que ce soit, notre armée ne peut rien faire. Et c'est ça la réalité. Ça veut dire qu'en temps normal, l'armée qui est censée protéger les Centrafricains, c'est l'armée du monde qui est la MINUSCA. C'est cette armée-là qui est censée tout faire à la place de nos forces de défense nationale. Mais on va un peu plus loin. La MINUSCA a une autre mission, la promotion et la protection des droits de l'homme. Et ce qui se passe dans la réalité des faits, la MINUSCA trinque le jour, ou du moins le jour crie aux voleurs, crie à cette puissance qui respecte les droits de l'homme, qui respecte tout, et la nuit traite avec les groupes armés, avec les chefs rebelles. Nous savons tous qu'officiellement, quelqu'un comme Abdoulaye Hissène a été jugé par contumace. Mais il pavane dans Bangui. Et parfois, il se pavane même avec les troupes de la MINUSCA. Il est reçu en grande pompe par la MINUSCA. Est-ce là la promotion et la protection des droits de l'homme? Est-ce cela? Donc cette promotion, cette protection est à géographie variable. La MINUSCA doit aussi appuyer le processus du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion. Sur plus de 9000 combattants aujourd'hui,
il y a seulement moins de 1100 combattants démobilisés. Même pas démobilisés, mais désarmés. Mais de quel désarmement parle-t-on? Puisque ces mêmes combattants désarmés, une fois qu'on ne s'occupe pas d'eux, ils réintègrent d'autres groupes armés, ils gonflent les effectifs des autres groupes armés. Et c'est ce qui se passe dans la réalité. Que fait cette MINUSCA? Que fait cette MINUSCA? Nous allons continuer. Comme mission, la MINUSCA a pour mission le rapatriement des éléments étrangers. Citez-moi ne serait-ce qu'un étranger que la MINUSCA a rapatrié depuis qu'elle est sur le théâtre des opérations le 10 avril 2014. Juste un étranger rapatrié. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La MINUSCA a pour mission l'appui à l'organisation et à la tenue d'élections démocratiques. Et là, c'est le nœud de la guerre. On en parlera de long en large. Mais il faudrait aussi ajouter que depuis 2017, à travers la résolution 2387, le Conseil de sécurité des Nations Unies a encore donné beaucoup de force à la MINUSCA. Un mandat supplémentaire, une mission supplémentaire qui est celle d'anticiper, de prévenir les conflits et d'agir avec force, d'utiliser toutes les forces possibles pour imposer l'autorité de l'État, faire disparaître même les groupes armés. Ça, c'est depuis 2017, à travers la résolution 2387. Qu'est-ce qui a changé? Même l'accord de Khartoum, où presque tout le monde vante les mérites, mais il est dit quelque part que 6 mois après l'accord de Khartoum, les groupes armés doivent disparaître. Et s'il y a un groupe armé qui viendrait à ne pas respecter cet accord, la MINUSCA doit utiliser toutes les forces dont elle dispose pour la faire disparaître. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Jamais. Ça a choqué quelqu'un? Qu'est-ce qui a réagi? Qui en a fait mention? Personne. Alors qu'on a dit dans la résolution 2387 du Conseil de sécurité des Nations Unies, que le Conseil attribue à la MINUSCA le mandat de protection des civils en prenant des mesures actives pour anticiper, prévenir et répondre de manière efficace aux menaces sérieuses et crédibles de violences physiques à l'égard de la population. C'en est-il le cas? La question restera toujours posée. Parce que même lorsque les civils sont attaqués, ils sont tués, ils sont malmenés, la MINUSCA ne lève pas un bout de doigt. C'est comme si la MINUSCA est aux abonnés absents. Donc, face à l'intensification des attaques, les tueries de masse, les affrontements entre groupes rebelles rivaux, l'exode même de la population, fuyant les atrocités, la prolifération des groupes armés, on a vu que dans d'autres secteurs, il y a aussi la Bamingui Bangoran, où Noureddin Abdoulaye Hissène ont étendu leurs forces. Il y a eu l'autonomisation de leurs groupes armés. Et du côté de la Basse-Koto, Ouaka également, Ali Dara est devenu presque un chef, presque un président. Et personne ne parle. Vous savez pourquoi la MINUSCA n'arrive pas à parler, ni à réagir, ni à faire respecter, ou à appliquer juste appliquer son mandat? Parce que derrière tout ça, nous devrions, et chaque centrafricain, là où il se trouve, doit pointer du doigt l'impassibilité
sinon, en français facile, l'inaction de la MINUSCA face à tout ce qui arrive à notre pays. Mais il n'y a pas que l'impassibilité, mais il y a aussi le faible engagement de la MINUSCA. Je précise, je redis, le faible engagement de la MINUSCA et sa réactivité face aux différents problèmes. Lorsqu'on voit la MINUSCA, on a comme l'impression que il y a 2 poids, 2 mesures au sein de cette force. Et pourtant, la MINUSCA est une mission composée d'au moins 7 à 8, sinon 10 forces internationales. Mais chaque fois qu'il y a un problème, si ce n'est pas les troupes spéciales portugaises qui réagissent, c'est soit les Rwandais ou les Burundais. Mais où sont les autres? Donc, l'application ou l'applicabilité du mandat, ou du moins du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies par la MINUSCA est à géographie variable. Pourquoi les autres ne réagissent pas? Les Marocains ne réagissent pas. Et lorsque vous regardez un peu la nomenclature, ou du moins le positionnement des éléments de la MINUSCA, ville par ville, là où il y a les différentes crises ou les foyers de tension, où il y a des groupes armés qui détiennent des secteurs miniers, vous vous rendrez compte que les troupes françaises de la MINUSCA, les troupes spéciales, ou du moins les soldats de la MINUSCA qui sont là-bas, c'est généralement des soldats qui sont en connivence avec ces groupes armés. On peut aller jusqu'à dire qu'ils sont là-bas parce que entre eux et la MINUSCA, entre eux et les groupes armés, il y a une affaire qui ne dit pas son nom. Il y a un business qui se passe, qui se produit entre eux, qui ne dit pas son nom. Mais rassurez-vous, centrafricains, centrafricaines, auditeurs, auditrices de KRMBC, citoyens du monde, dans les jours à venir, d'ici le début de l'année prochaine, nous allons vous régaler. Parce que c'est ça la force de KRMBC. Mettre à votre disposition des informations propres, claires, qui ont connu l'ombre d'une démonstration convaincante. Parce qu'aujourd'hui, la Centrafrique souffre à cause de la MINUSCA, à cause de l'impassibilité de la MINUSCA, à cause du faible engagement de cette machine à pomper l'argent de la communauté internationale qu'est la MINUSCA. Ce que la communauté internationale dépense chaque jour pour la MINUSCA, chaque mois, chaque semaine pour la MINUSCA, chaque année pour la MINUSCA, si on donnait ça seulement à la Centrafrique, il n'y aurait plus de crise. Les Centrafricains n'auront plus faim. Peut-être que notre pays serait un Eldorado. Mais ils prennent tout ça sur eux, mais rien ne change. Mais absolument rien. En plus de plus de 12 000 hommes sur le théâtre de l'opération. Rien ne change. Voyez-vous, mais c'est ce qui nous amène lorsqu'on constate l'inaction de la MINUSCA, le faible engagement de cette force onusienne et son problème de réactivité, il y a lieu de reconnaître que cette mission internationale multidimensionnelle a un problème de management, a un problème de coaching. Cette mission multidimensionnelle est chapeautée par quelqu'un qui peut-être n'a pas les épaules assez larges ou qui est à Bangui rien que pour ses affaires personnelles. Parce que la réalité est là. Vous avez certainement suivi le début de cette émission où nous avons mis l'interview que la radio française
international a accordé, RFI a accordé à M. Moncur Ndiaye. Vous avez vu la manière à laquelle il a répondu sans sourciller ni bégayer. Vous avez vous-même constaté, ou du moins touché du doigt, son esbrouf, son excès de zèle. La situation est sous contrôle, tout est sous contrôle. Mais avec vous, nous allons analyser tout ça parce que c'est vraiment important. Vous constaterez avec moi, vous avez vous-même, vous avez remarqué que ces derniers temps, je n'ai cessé de mettre le lampion de la transparence médiatique sur M. Moncur Ndiaye. J'ai dit qu'il a une responsabilité historique sur la brume contemporaine, sur cette crise, la manière à laquelle la situation ne cesse de s'enliser. Je suis allé un peu plus loin pour parler de son influence sur la Cour constitutionnelle, son influence sur les différentes institutions de la République. J'ai beaucoup plus insisté sur la Cour constitutionnelle et par ricochet sur la présidente de la Cour constitutionnelle qui n'est rien d'autre que Madame Darlon. Aujourd'hui, je parle de ces frasques. Mais je ne m'arrête pas là. Tout se passe comme si c'est Moncur Ndiaye, le président de la République centrafricaine. C'est comme si le président puise ses forces chez Moncur Ndiaye. C'est comme si tout passe par Moncur Ndiaye. Et lorsqu'on entend Moncur Ndiaye parler, immédiatement, notre président, le président des Centrafricains, le président que le peuple centrafricain a élu, on sent que les deux propos, les propos de Moncur Ndiaye et ceux du président de la République corroborent. C'est comme si les deux sont logés à la même enseigne. Pourquoi j'ai dit tout ça? Ensemble avec vous, nous allons décrypter les paroles de Moncur Ndiaye sur RFI. Lorsque on lui a posé la question sur la tenue des élections, il est monté sur ses chevaux et dans ses développements, il a dit quelque chose qui m'a tiqué, qui doit certainement vous tiquer. Lorsqu'il va jusqu'à dire que l'ancien président François Bozizé savait pertinemment que sa candidature allait être invalidée par la Cour constitutionnelle, c'est à ce titre qu'il a préféré effectuer le déplacement dans l'arrière-pays pour préparer sa riposte. Alors, la question qui taraude mon esprit est celle-ci. J'imagine et je pense que c'est la même qui doit certainement trottiner dans votre esprit. Comment Moncur Ndiaye savait-il que la candidature de l'ancien président François Bozizé allait être invalidée par la Cour constitutionnelle? Est-il membre de la Cour constitutionnelle pour savoir ce qui se passe en toile de fond dans leur réunion? Sur quoi est-ce qu'il s'est basé pour dire que la candidature, que François Bozizé savait que sa candidature allait être invalidée? Donc la messe était déjà dite bien avant et que par mégarde, par manque de subtilité, il nous l'a dit comme ça sur la toile. Parce qu'on n'a pas besoin de sortir des cuisses, je m'excuse, des cuisses de Jupiter pour analyser tout ce qu'il a dit. Comment le savait-il? Lorsqu'on pousse l'analyse un peu plus loin, et lorsqu'il faut réfléchir par extension, on peut dire, sans hésiter, mais avec l'ombre, même sans l'ombre d'aucun doute, que la décision d'invalidation de la candidature de l'ancien président François Bozizé avait aussi été influencée par Moncur Ndiaye. Dans notre développement, vous allez comprendre que ce monsieur joue un jeu très dangereux. Car la mission
de la MINUSCA en République centrafricaine est très clair. Et dans les différentes missions qui sont assignées à la MINUSCA, il y a la mission politique, il y a la mission sécuritaire, mais il n'est nullement dit quelque part que Moncur Ndiaye doit s'imposer et imposer son regard à nos institutions. Alors que dans la réalité des faits, c'est ce qui se passe. Nous allons continuer. Moncur Ndiaye annonce en grande pompe, toujours sur RFI, que la situation est sous contrôle et qu'il faille coûte que coûte aller aux élections. Les faits sont têtus, chers compatriotes, auditeurs et auditrices de Kerembessé, citoyens du monde. Mais les faits sont têtus. Quelques heures après la sortie, j'allais dire hasardeuse, voire orgueilleuse de Moncur Ndiaye. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le théâtre des opérations durant le scrutin du 27 décembre 2020? Nous avons tous vu, tout le monde en a parlé. Les médias en ont fait écho, de tout ça. Ça passait presque en boucle. Dans plusieurs contrées du pays, les rebelles sont allés dans des centres de vote, au vu et au su de tout le monde, devant les forces onusiennes. Ils ont pris les urnes, ils ont pris les bulletins, ils sont partis avec, ils sont allés brûler. Ils les ont brûlés. Mais si réellement la situation était sous contrôle, comment ça se fait-il que ces troupes onusiennes n'ont pas pu contenir cela, n'ont pas pu mettre la main sur ces groupes rebelles? Est-ce là une situation sous contrôle? Il disait sur le plateau de RFI qu'il avait un plan de déploiement et de redéploiement. Et comme par hasard, dans toutes ces villes où ces rebelles sont allés prendre les urnes et les bulletins de vote, mais c'est dans ces villes, le président de la République n'est pas du tout populaire. Que faut-il analyser derrière tout ça? À quoi rime cette stratégie? Je vais un peu plus loin. Nous allons prendre l'exemple de Bangassou, de Berberati et de bien d'autres villes. Et ça, je le dis en tant qu'ancien membre de la commission électorale, de la coordination nationale des élections, ancien président de la sous-commission bureau de vote, dépouillement et formation. Dans les textes statutaires en matière électorale, après chaque scrutin, après un vote, qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, le bureau de vote se transforme en un bureau de dépouillement. Et ça ne s'ouvre pas de discussion. Et très rapidement, le bureau de dépouillement procède au dépouillement des élections. C'est ce qui se passe. Et devant tout le monde, devant tous les représentants, devant chaque représentant, devant chaque état-major politique, on procède au dépouillement. Tout le monde sait que le vote est terminé et puis chacun rentre avec son résultat. C'est ce qui se passe. Le code électoral est clair sur ce principe. Lorsque la MINUSCA prépare le déploiement et le redéploiement, le déploiement des matériels électoraux et le redéploiement, c'est-à-dire que du terrain, on ramène les résultats, il tient compte de beaucoup de paramètres dans cette histoire de problème de carburant où il faut mettre les carburants dans les groupes électrogènes.
À Bangassou, dans beaucoup d'autres villes, y compris Berberati, curieusement, à la fin du scrutin, la MINUSCA dit non, elle n'a pas de carburant. La MINUSCA, ce n'est pas une autre structure, hein. C'est la MINUSCA qui dit elle n'a pas de carburant, elle préfère prendre les résultats, les stocker quelque part et demander aux gens de revenir le lendemain pour le dépouillement. Ça veut dire que la MINUSCA clairement a dressé le lit de l'annulation du scrutin dans ces différentes villes. Ça ne s'ouvre pas discussion. Il n'y a pas débat. Parce que le code électoral est clair. Mais comment ça se fait-il que la MINUSCA puisse faire une telle erreur, sachant bien qu'au sein même de la MINUSCA, il y a un département des élections chapeauté par un certain machin proche même collaborateur de Moncœur Ndiaye. Est-ce une stratégie à géographie variable pour émietter l'électorat de certains candidats au détriment des autres? La question reste posée et on le saura. Bon, on connaît la petite musique écrite au vinaigre où on dit non, si vous avez des soucis, envoyez vos contentieux à la Cour constitutionnelle. On sait comment ça fonctionne. Je reviendrai, je vais revenir sur ce qui se passe un peu au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on sait qu'il y a une certaine impréparation, il y avait des choses qui manquaient. Je donne par exemple le cas illustratif du 3e arrondissement, 2e circonscription, où on a juste emmené les bulletins de vote pour les présidentielles, il n'y avait pas les bulletins de vote pour les législatives. Sachant bien que dans cette circonscription, monsieur le candidat, monsieur Abdou Karim Mekassoua, président du chemin de l'espérance, est à la fois candidat au scrutin présidentiel et législatif. À quoi rime cette stratégie? Est-ce une stratégie qui vise à l'écarter des élections législatives? Et lorsqu'on voit à peu près presque toutes les villes, toutes les circonscriptions où les candidats, ceux qui veulent à la fois le fauteuil présidentiel et le fauteuil législatif sans candidat, mais qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, et ça de façon spectaculaire, il n'y a pas de vote dans leur circonscription. Quelle est la stratégie? Quelle est la stratégie? Quelle est la stratégie? À quoi joue réellement monsieur Moncœur Ndiaye? Il voulait d'une élection ipso facto le 27 décembre 2020. Il chantait à cœur joie. Il disait à qui veut l'entendre que tout était sous contrôle. C'est pour donner cette souris-là. C'est pour donner, pour faire en sorte que ça soit que de la pure bouillie pour les chats. En plus de la crise politique, nous faisons aujourd'hui face à une crise sécuritaire sans précédent. Mais il n'y a pas que la crise sécuritaire. Nous avons une crise post-électorale qui nous guette à l'horizon. C'est une question de temps. Ajouté à cette crise post-électorale, mais il y a la crise économique qui est au portillon, qui est même au fronton de la République centrafricaine. Tout ça par rapport à l'esbrouf de Moncœur Ndiaye, qui veut justifier sa surface financière, ce qu'il amasse au nom des Centrafricains. Finalement, la paix en Centrafrique nourrit M. Moncœur Ndiaye, puisqu'elle ne solutionne la recherche de la paix, nourrit M. Moncœur Ndiaye puisqu'elle ne solutionne le problème centrafricain. Et c'est une réalité indubitable, on doit en parler. Je pousse un peu plus loin mon analyse. Plusieurs sources concordantes qui ont connu l'ombre d'une démonstration convaincante laissent entrevoir que la décision de la Cour constitutionnelle sur le report des élections a été influencée
par Moncur Ndiaye. Ce n'est pas un mensonge, tout le monde le sait. Lorsqu'il appelait la présidente de la Cour constitutionnelle pour lui dire de rester sur telle décision et que c'est sa position et que les choses ne doivent pas changer. Lorsqu'il s'était déplacé au niveau de la Cour constitutionnelle, même son échange téléphonique avec la présidente de la Cour constitutionnelle, les gens étaient tout autour, les gens étaient à côté. Il a voulu faire croire à la communauté internationale que tout va bien, alors que tout va mal. Il a toujours voulu faire à la communauté internationale, même lorsqu'il va faire son rapport au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout va bien, tout est sous contrôle. Rien n'est sous contrôle. Si la MINUSCA faisait son travail comme il se doit, on ne se serait pas arrivé à ce niveau. Là où le bas blesse, ce qui est encore choquant, et ça je le dis avec fierté, pour ceux et celles qui me suivent en ce net moment, j'ai eu cette opportunité de soutenir sur les enjeux géopolitiques, sécuritaires et diplomatiques sur la levée de l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine. Donc j'ai quand même une petite teinture sur la levée de l'embargo, sur les petites dispositions qui entourent l'embargo, les levées dérogatoires, les exemptions. J'ai une petite idée. Quand bien même les mesures restrictives de l'embargo, quoique les mesures restrictives de l'embargo soient claires, Monsieur Moncur Ndiaye, qui connaît très bien la résolution 21-27 du 5 décembre 2013, avec ses mesures restrictives sur la violation de l'embargo, a laissé le pouvoir de Bangui faire venir les troupes russes, les troupes rwandaises en République centrafricaine. Alors, ma question est celle-ci. Quelles sont les levées dérogatoires du Conseil de sécurité des Nations Unies qui donnent droit, qui donnent mandat à la Fédération de Russie, au Rwanda, d'envoyer leurs troupes en République centrafricaine? Y a-t-il des levées dérogatoires dans ce sens? Si ce n'est pas le cas, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est-il statué très rapidement sur le cas centrafricain pour demander aux Russes et aux Rwandais d'envoyer respectivement leurs troupes en République centrafricaine? Mais que dit le paragraphe 54, 55 au fur et à mesure de la résolution du 5 décembre 2021? Ces différents paragraphes donnent droit à tous les acteurs impliqués dans la crise centrafricaine, à tous les pays États membres du Conseil des Nations Unies, de veiller au strict respect de l'embargo en République centrafricaine. Est-ce que Moncur Ndiaye avait-il besoin des troupes russes, rwandaises, pour faire le travail dès lors qu'il a plus de 12 000 hommes sous sa coupe? Voulait-il que les troupes rwandaises, les troupes russes viennent en Centrafrique faire le sale boulot et que lui, Moncur Ndiaye, qui puisse s'arroger les bénéfices de ce travail? Est-ce là sa stratégie? Faire venir des mercenaires pour qu'ils puissent faire le job et lui derrière, il se paume la poitrine puisque ces mercenaires ne sont pas connus d'utilité publique et lui derrière, oui, la MINUSCA a fait le travail. Est-ce là sa stratégie? Ces questions, je les pose et resteront posées parce que c'est la fin de l'année. Elles resteront posées. Ensemble, nous allons les travailler et les retravailler. Le 4 janvier 2021,
à 21h. Parce que ce qui se passe dans notre pays frise la peur, frise une couardise, une lâcheté qui ne dit pas son nom. S'il faut paraphraser le président du MLPC en la personne de Martin Ziguélé, lui, il parle d'escroquerie politique. Oui, il y a plus, en plus de l'escroquerie politique. Mais j'ajouterai à l'escroquerie politique l'escroquerie électorale. C'est ce que Moncœur Ndiaye a fait. Et ça n'honore pas la communauté internationale. Ça sort des sentiers battus. Ça ne respecte pas les normes de la coalition, de la communauté internationale. C'est pour cela que je me suis levé pour en parler. Je ne suis pas la voix la plus pittoresque des Centrafricains. Non, loin s'en faut. Je suis juste un Centrafricain, un messager des sans-voix. Ils sont nombreux à se plaindre. Regardez dans quel état nous nous trouvons actuellement. Pourtant, la MINUSCA est censée faire la promotion et également protéger, faire la promotion des droits de l'homme ainsi que sa protection. Qu'est-ce qui se passe en République centrafricaine? On parle des tueries sommaires. On parle des arrestations arbitraires, des enlèvements. Qui en parle? Ce soir même, on a entendu parler de 4-5 personnes enlevées. On va où avec ça? Et ça, c'est au vu et au su de tout le monde. Il est 22h. Nous n'allons pas vous maintenir autant que faire se peut parce que c'est la fin de l'année. Nous n'allons pas abuser de votre temps. Il est grand temps que... C'est un moment où l'on passe en famille. Mais avant que nous nous séparons, je tiens à vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Bonne et heureuse année 2021. Que la nouvelle année apporte la paix dans notre pays. Que les choses changent positivement parce que nous méritons mieux. Que les Centrafricains soient capables de fédérer leurs énergies. Que les Centrafricains aient une vision beaucoup plus fusionnelle et développante de leur pays. Que nous formulons ensemble une philosophie d'une communauté de destin, de vie et de destin pour notre pays. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays. La manière à laquelle je n'ai pas encore fini. J'ai commencé juste à détricoter les frasques de la MINUSCA et par ricochet, même pas par ricochet, et de façon simultanée de Moncœur Ndiaye. Et lorsque nous allons continuer, amplifier, creuser, bêcher, vous vous rendrez compte que c'est gros comme ça, comme le caca. Je m'excuse. Gros comme ça. On a un Moncœur Ndiaye qui fait semblant de s'intéresser aux politiques dans notre pays. À ce qui se passe beaucoup plus politiquement dans notre pays. Mais que derrière, c'est une affaire de business. Et le peuple centrafricain dans tout ça, quel est son sort? Est-ce qu'on peut au moins parler de la République? Où est la place de la République dans ce que fait la MINUSCA? Dans ce que fait Moncœur Ndiaye? Si la MINUSCA avait un représentant qui savait ou qui arrivait à incarner la mission ou les différentes missions qui lui sont assignées, la MINUSCA aiderait la République centrafricaine à sortir de l'ornière. Mais désolé. Et comme on se sépare, envoyez-moi les cœurs. Ça va être notre dernière émission de 2020. J'ai apprécié
tout ce qu'il y a eu entre vous et moi, les différentes interactions. Merci pour ce que vous faites pour Kerem Bessé. Merci pour votre soutien. Bonne et heureuse année 2021. Bonne fête en famille. Je vous donne rendez-vous le 4 janvier de l'année prochaine à 21 h. À nos amis de YouTube, ils n'ont pas pu nous suivre parce qu'il y a un problème de connexion. Je leur présente mes excuses. À vous, merci, bonne et heureuse année. Au revoir. C'était Rodrigue Joseph Prudence Maïté. Au revoir.